Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite du débat. Emmanuel Vivien Tomi, journaliste directeur de publication de Plus Libre, conseiller en communication politique. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et Junior Laris, journaliste consultant politique. Maintenant, vous êtes en Allemagne. C'est ce que, Junior, comment ça va en Allemagne? Parce que j'avais oublié de poser cette question. Tout va bien? Je crois que ça va bien parce que j'ai plus fait la Suisse que l'Allemagne et la diaspora africaine qu'il y a en Suisse. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Faut préciser aussi que je fais partie maintenant d'un think tank qui s'accorde sur la géopolitique africaine en partenariat avec l'Institut français de géopolitique. Et donc, bon, c'est actuellement... Il y a beaucoup de Togolais en Suisse, justement. Ouais. Beaucoup de Togolais. Beaucoup de politiciens aussi. Allez, avant de vous retrouver, Junior, on redonne la parole à Louis Kamako parce qu'il nous parlait du Burkina Faso et de ce front sankariste qui s'est créé. Alors lui, on vous redonne la parole. Oui, en fait, je disais tout à l'heure que l'idée sous-jacente de ce front-là, c'est justement d'amener le Burkina Faso à se débarrasser d'un joug précolonial. Aujourd'hui, c'est l'idée sankariste qui est toujours promue, qui est revenue en avant. Donc les gens veulent vraiment aider le Burkina Faso à retrouver ses notes de noblesse, retrouver le Burkina Faso là qu'on appelle le pays des hommes intègres et justement faire front contre Damiba qui serait peut-être en train de rouler pour un certain colon. Vous n'êtes pas sans savoir que Blaise et Christian Kaboré a été démis ou bien a été victime de ce coup d'État là juste parce qu'à un moment donné, il voulait prendre les choses en main. Il voulait redonner le Burkina Faso au Burkinabé, ce qui n'a pas... Et il a échoué sur le plan sécuritaire. Non, aussi, il n'a pas échoué. Les gens l'ont mis le bâton dans les roues. Les gens l'ont mis le bâton dans les roues parce que Christian Kaboré aussi, c'est un officier. Il est de l'armée, il sait de quoi il est question. Il pouvait réussir facilement sa mission si on lui avait laissé les mains libres. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'Afrique, elle est toujours sous l'emprise de quelqu'un. Dès qu'un président veut juste détourner l'attention et veut vraiment rester attentif à son peuple, il y a forcément quelque chose qui arrive, il y a forcément un vent qui souffle de l'extérieur pour venir le balayer. Donc aujourd'hui, ce front-là, il a compris qu'à un moment donné, il faut s'unir véritablement pour que le Burkina Faso retrouve en réalité ses noms de noblesse. D'ailleurs, on va vous retrouver. Je vois Junior, je vous voyais remuer la tête. Peut-être que vous voulez j'aimerais dire quelque chose. Réagir par rapport à l'intervention de mon confrère. Je pense que dire que les pays africains sont sous domination d'une force internationale, quel qu'il soit, c'est un peu trop facile. Faire l'analyse. Je m'excuse parce que aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose. On fait avec la compétition internationale. Et dans ce jeu des nations, il n'y a pas de la gentillesse étatique. On est dans un système où il faille trouver des propositions assez pertinentes, sérieuses et objectives surtout sur le terrain pour pouvoir faire contre tout ce jeu-là, tous ces contrats léonins qui sont face à nos pays. Dans le cas singulier du Burkina Faso, je parlais tantôt, je disais que c'est le cas dans presque tous les pays du Sahel. C'est très difficile de parler d'une république quand vous prenez le Mali, quand vous prenez le Burkina Faso, quand vous prenez la Mauritanie, quand on est face à deux types de sociétés, je vais dire des sociétés sédentaires face à des sociétés nomades, et je fais par là aussi un décryptage du fait terroriste. Je pense que le fait terroriste dans le Sahel, c'est la surinfection de la plaie. Parce que de toute l'histoire de l'Afrique, il y a toujours eu des nomades improductifs qui descendaient vers le sud, qui s'attaquaient aux sédentaires productifs. Et donc, c'est un peu le cycle qui se répète sous diverses formes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de militarisation, il y a plus de machinisation. Et donc, ces nomades du nord, je veux parler des berbères du Sahel, qui descendent vers le sud et qui s'attaquent aux réserves agricoles des cellules sociales sédentaires, c'est un cycle qui se répète. Maintenant, parler du fait terroriste
au Sahel, c'est la surinfection de la plaie. Quand vous prenez le Burkina Faso, quand vous prenez le Mali, vous allez voir qu'au niveau de la capitale, que ce soit Bamako ou Ouagadougou, tout paraît un peu normal. Il suffit de s'éloigner de Bamako, de Ouagadougou et d'aller un peu à l'intérieur du désert pour constater que là, il y a absence de maîtrise de l'État et absence de pays. Notamment dans le cas du Mali, on parle du mouvement national de libération de l'Azawad, qui réclame, vent contre marée, son indépendance et sa sécession face à une république du Mali qui fait pratiquement 7 fois la France. Et donc, je pense qu'il urge pour l'intelligentsia africaine de repenser le modèle étatique républicain dans les pays du Sahel, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, parce que si ça ne se fait pas, on sera toujours dans le même cercle vicieux où on va dire, on va essayer de faire venir quelqu'un au pouvoir par la passerelle démocratique et qu'après, ce sont les mêmes problèmes qui vont se répéter. Il y a encore un coup d'État parce qu'il y aura absence de sécurité, il y aura absence de contrôle de l'État. Et là, il urge de trouver une solution. Pourquoi pas le G5 Sahel, faire du G5 Sahel une supranation, je dis peut-être n'importe quoi. Sauf que le Mali, lui, il est sorti du G5 Sahel. C'est ça la réalité. Mais ce que je dis, ça peut paraître un peu... un peu absurde, mais si aujourd'hui les Africains, surtout les Africains du Sahel, veulent avoir une certaine intégrité, une certaine voix qui pèse dans la balance, il va falloir repenser le modèle étatique parce que ce sont des républiques qui n'ont rien d'une république. Repenser le modèle étatique, surtout au Burkina Faso, vous l'aviez déjà dit, Aîné, pour chuter, vous voulez ajouter? Il faut comprendre que cela ressemble un peu à ce récit d'un village où un tyran est venu s'imposer. Il a dit, désormais vous cultivez pour moi, vous allez vendre pour moi, vous travaillez pour moi. Il vous domine et après vous arrivez à le chasser et il s'installe juste à côté. Il téléguide vos propres frères et vos propres sœurs pour faire des razzias, pour faire ce qu'il veut. Et après, vous obtenez de lui quand même qu'il quitte carrément les alentours du village. Il reste de l'autre côté. Oui, il a le droit de garder l'amitié avec certains de vos frères et sœurs et d'intervenir encore. Maintenant, vous, du moment où vous l'avez chassé du village, vous devez vous assumer. Et c'est ce qui manque maintenant à beaucoup de pays africains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chaque fois dire, voilà, les puissances occidentales nous dominent, nous font du mal. Les puissances occidentales ne nous permettent pas d'avancer. Mais que faisons-nous? Prenons le cas du terrorisme. Est-ce que les pays arrivent à faire une solidarité, un front réel contre le terrorisme? Et moi, l'idée que je défendrais plutôt, c'est qu'il y ait un front national contre le terrorisme. Oui. Mais un front pour parler de l'enracinement de la démocratie, ah oui. Défendre les idées de Sankara, un front pour lutter contre le terrorisme. Comme on le dit en Afrique, chassons d'abord les bêtes et puis après maintenant comptons nos poulets et nos poussins. Alors aujourd'hui, le plus important pour le Burkina Faso, c'est d'avoir la paix, la stabilité. C'est de lutter efficacement contre le terrorisme, le djihadisme. Et pendant qu'au Togo, les gens sont en train de s'unir politiquement, on a vu la rencontre, on va en parler. On fait un autre front contre ceux qui ont fait le coup d'État. Mais ne perdons pas le temps à faire de la politique politicienne. Il faut voir les besoins réels des citoyens burkinabés aujourd'hui. C'est de se savoir en sécurité et c'est le plus important. Les frontières, je le dis, les frontières du Burkina Faso sont des frontières qui sont pratiquement laissées aux djihadistes. Les djihadistes se promènent la nuit entre 1h du matin et 4h comme sur des boulevards sur les frontières du Burkina Faso et du Mali. Je pense que c'est le plus important présentement. Quoique en tant que démocrate, on ne refuse pas aux partis politiques de fonctionner normalement. Mais en coalition ou pas, au Burkina Faso, vous pouvez faire ce que vous voulez pour que la junte militaire au pouvoir puisse laisser les civils diriger. Le rôle des militaires, c'est de défendre la patrie. Ce n'est pas de défendre le fauteuil présidentiel ou de s'accaparer du fauteuil présidentiel. Et cette junte si vous venez faire un coup d'État, comme le disait le vieux Gueye en Côte d'Ivoire, vous êtes venu pour balayer.
Mais attention, balayez vite et puis partez. Faut pas être Pourquoi balayé, vous ne finalement. soyez pas balayé aussi par la suite? On va dire bon vent à ce front qui est créé au pays des hommes intègres, le nom donné par M. Thomas Thomas Sankara Sankara. au pays qu'on appelait la Haute-Volta. Allez, si vous le permettez, on va quitter donc Ouagadougou pour Kinshasa et Kigali. L'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés, selon un rapport d'experts missionné par les Nations Unies. Depuis novembre 2021, l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre les groupes armés congolaises et les positions des forces armées congolaises, selon le même rapport. Les experts indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23. Doyen, on vous retrouve. Cela veut dire quoi concrètement? Ça confirme ce que tous les Congolais de Kinshasa et surtout le président Félix Antoine Tshisekedi disait il y a de cela quelques mois. Le problème dans nos pays africains, c'est qu'on part toujours d'un pays voisin pour déstabiliser l'autre. Et quand la RDC criait « Attention, vous êtes en train de violer nos territoires, vous êtes en train de soutenir des rébellions d'une façon illégale, vous voulez déstabiliser le régime », beaucoup pensaient que c'était de la pagaille ou c'était un mensonge. Mais maintenant, l'ONU confirme. C'est oui, c'est vrai, c'est vérifié. Les images et quand sont l'ONU là. le dit, c'est vrai selon vous? Non, pas parce que l'ONU le dit. En tant qu'analyste, en tant que journaliste, l'ONU le dit en se fondant sur les preuves. Les investigations ont été faites. Les images, les vidéos sont là. Alors, aujourd'hui, on sait aussi que le Rwanda tire beaucoup de profit de la RDC. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça depuis des années. Et quand il y a une guerre en RDC, le Rwanda court vite pour aider soit ceux qui veulent prendre le pouvoir ou ceux déstabiliser qui le pouvoir sont en place. là. Oui. Mais ce qui n'est pas normal. Du moment où Kinshasa n'est pas une ville du Rwanda, il ne faut pas confondre les choses. C'est de la provocation. Il faut que Paul Kagame sache que ce n'est pas normal. Et qu'il faut qu'entre Africains, on se dise la vérité. Et vous voyez ce qu'on disait sur ce plateau. L'Union africaine n'a pas pu sortir un rapport. Il faut attendre que l'ONU sorte le rapport maintenant pour que les gens commencent par gesticuler. Ce n'est pas normal. Les pays sont souverains. Laissez les pays évoluer. Maintenant, on constate que l'opposition, surtout l'opposition armée, se fonde souvent sur ces petites querelles-là pour pouvoir avoir de l'armement. Vous voyez, les rapports même prouvés, il y a les chiffres même. Les équipements ont été fournis pour attaquer. Ce n'est pas normal. Si vous avez quelque chose contre le pays, la RDC, on parle de 900 à 1000 hommes. Oui, mais appelez le président Tshisekedi à une conférence du Conseil de sécurité de l'Union africaine et discuter. Ou bien vous voulez que la RDC redevienne une colonie du Rwanda, mais parlez-en et faites comme la Russie. Ça doit être plutôt le contraire. On connaît la superficie maintenant, de la République démocratique du Congo. Ce mensonge politique qui consiste à tout nier du côté du Rwanda, Kigali qui dit non, c'est faux, et voilà qui a maintenant des rapports accablants. Vous savez, quand même l'ONU fait sortir le rapport, le Rwanda continue pas à nier. Mais ils sont dans leur rôle. Voilà, et c'est presque naturel, mais ce n'est pas normal. Je pense que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. Si le Rwanda est devenu une puissance militaire en Afrique, qu'il vienne nous aider ici pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Qu'il vienne nous aider au Mali pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. On a vu le Rwanda déjà en République centrafricaine. Oui, mais ce n'est pas se cacher sous des missions. Ce n'est pas se cacher sous des missions onusiennes. Il faut que, comme le président tchadien le faisait, le président tchadien a demandé au Cameroun, l'ancien président tchadien, a demandé au Cameroun, si je vois des djihadistes à votre frontière, je rentre, je les prends, je les neutralise. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et Idriss Déby Itno était loin des meilleurs soldats contre la lutte contre le terrorisme. Maintenant, malheureusement,
la mort l'a fauché. D'ailleurs, au front. On ne connaît même pas jusqu'à présent C'est au front. comment que ça s'est passé. Il est mort Certains au front. disent que c'est au front. On ne sait pas. Ce sont les règles du Alors, métier. Aujourd'hui, oui, le aussitôt. Rwanda doit cesser d'agresser, de provoquer, d'annexer et de vouloir coloniser la RDC qui est un pays souverain. Souverain. Alors, Louis Kabako, quand on veut parler de cette rébellion, le mouvement 23, on se souvient de cela, ça fait 1 mois ou 2, hein, si je ne me trompe pas, on a vu les communiqués, le président Félix Antoine Tshisekedi de la RDC qui parlait, ensuite le président Paul Kagame, et cette rencontre également à Luanda, en Angola, sous l'égide du président Joao Lorenzo, ça n'a rien donné. L'Union africaine, comme il a dit tout à l'heure, n'a absolument rien fait. Les rapports de l'ONU prouvent à suffisance que le Rwanda est impliqué dans ces choses. L'avenir de ces 2 pays. Oui, je pense que ça c'est un secret de polichinelle parce que tu l'as dit, on a toujours soutenu ici que le Rwanda est justement derrière cette attaque-là, le Rwanda est derrière cette tuerie massive. Et la rencontre organisée par le président angolais n'avait pas donné grand-chose parce qu'à l'époque, ils ne s'attendaient pas. Ils étaient toujours dans cette logique-là. C'était la parole de Paul Kagame contre celle de Félix Tshisekedi. Donc, c'est pour cela qu'on disait que ça présageait rien de bon. Maintenant que l'ONU est venue, l'ONU a fait sortir un rapport avec des preuves à l'appui. Je pense que tout le monde entier sait aujourd'hui que Paul Kagame est derrière justement ces attaques, ces massacres. On a parlé des attaques des tueries à Goma, les tueries de Bougana. Donc c'est des choses en fait réelles avec une incursion facile du M23 alors que il y a des militaires rwandais qui sont postés au fond, qui sont à la frontière, qui devaient normalement empêcher l'entrée facile du M23 sur le territoire congolais. Et ces militaires, on les a vus même. L'armée congolaise a présenté 4 militaires rwandais. Nonobstant tout, le Rwanda nice là. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Paul Kagame, il a le cul dehors. Il doit reconnaître qu'en réalité, il a fait du tort ou bien il continue pas à faire du tort à son homologue congolais. Ou bien au Congo même. Ouais, parce que je le dis que là-bas, à Goma, les populations ont intégré justement les coups de feu. C'est au quotidien. Ça fait malheureusement partie de leur vie, de leur quotidien. Chaque fois que tu lèves, tu attends les armes crépiter, tu vois des hommes assommés par des balles réelles et tout. Donc c'est frustrant tout cela. Et ça fait partie du quotidien des Congolais aujourd'hui. Donc s'il y a un travail à faire, il y a également un travail psychologique. Il y a un travail psychologique. Ça veut dire que c'est tout un mal que Paul Kagame a créé à l'État congolais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que heureusement, beaucoup de pays le savaient déjà que le Rwanda était derrière ce genre d'attaque. Mais sauf qu'ils n'ont pas eu le courage de se prononcer. Maintenant que l'ONU sort un rapport qui, à mon avis, qui est impartial juste parce que actuellement, en RDC, la MONUSCO est mal vue. Ouais, très mal vue d'ailleurs. Elle est décriée. Mais c'est dans ces conditions-là que l'ONU sort un rapport qui va, je ne dirais pas qui va à l'avantage, mais qui clarifie, un rapport qui clarifie justement la situation. Vous voulez dire que l'ONU est poussée jusqu'au bout et c'est à ce moment qu'elle réagit. Voilà, qu'elle réagit. C'est pour même son porte-parole, Mathias Djilban, a été contraint de quitter le pays. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est un rapport qui doit faire l'unanimité. C'est un rapport qui doit faire l'humanité. On aurait pu dire, mais puisque la MONUSCO est en foi avec l'État ou bien les dirigeants congolais, que l'ONU fasse un rapport qui va peut-être soutenir Paul Kagame, mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, je pense que Paul Kagame doit avouer le crime et doit peut-être demander pardon. Comme vous l'avez dit, il a le cul dehors. Il a le cul dehors. Parce que vous avez l'habitude de dire ça. On a le cul dehors. Alors, le rapport du groupe d'experts bat en brèche les délégations des autorités rwandaises et détaille preuve à l'appui surtout l'implication directe du Rwanda unilatéralement ou conjointement avec les combattants du mouvement 23 qui peut empêcher Paul Kagame selon vous? Personne ne peut l'empêcher. Hein. Je vais rester très factuel dans mon analyse. Je crois que dans un aspect de la composition du mouvement M23 a été peut-être oublié, c'est que le M23 est un mouvement à majorité Titu. Qui fait partie de l'ethnie Tutsi, qui fait partie de l'ethnie du président Paul Kagame.
qui lui-même, on se souvient, lors de l'époque de Mobutu, a fait rentrer le FPR par cette même porte du Nord Kivu et a fait renverser le président Mobutu. Ouais. Et donc, le MV3, ancien CNDP, fait partie de toute cette milice-là qui est rentrée au Congo, qui s'est installée au Congo pour empêcher les Hutus de revenir et de faire un contre-génocide. Ils sont devenus congolais de fait, parce qu'ils ont mis en exploitation la terre, etc. Et donc, par le droit foncier, ils sont devenus congolais de fait. Donc, techniquement, ce sont des Rwandais qui composent le M23. Je ne fais qu'une analyse factuelle. Alors, dans cette situation, on est face à une situation où le MV3, qui a réussi à prendre la ville de Goma en 2012, depuis sa création en 2009, a réussi à prendre la ville de Goma, est revenu à l'attaque. La question à se poser, c'est de se demander pourquoi le M23 revient à l'attaque. C'est justement parce qu'il y a de cela 1 ou 2 mois, il y a eu la conférence à Nairobi qui prévoyait de discuter avec tous les mouvements milices présents dans l'Est du Congo. On en dénombre un peu plus de 120, d'après les rapports officiels. Ça veut dire que ce n'est pas le M23 seul qui sévit dans cette zone du Congo. Et donc, on a invité tous les milices à table, sauf le M23. Donc, cette attaque du M23, cette résurgence des combats dans le Nord Kivu, c'est un peu comme une manière du M23 de s'inviter à la table des négociations. Donc pour vous, on a fait une erreur d'enterrer le M23. Exactement, c'est l'erreur factuelle. Je suis dans le factuel. C'est l'erreur factuelle qui a été faite par le gouvernement congolais de faire appeler tous les milices, tous les groupements armés, parce qu'il s'agissait de faire une sorte de démobilisation pour les faire réintégrer à l'armée congolaise dont ils avaient été exclus parce qu'ils avaient lancé l'offensive à Goma en 2012. Et donc, 10 ans après, comme un signe indien, ce mouvement revient à la charge. Je crois que ce rapport de l'ONU ne fait que confirmer beaucoup de choses qu'on savait déjà, parce qu'on est dans la région des Grands Lacs où la géopolitique africaine est très sensible. Il y a un faisceau d'indices qui indique clairement, n'eût été le rapport de l'ONU, que Paul Kagame arme et fournit des hommes au M23, puisque c'est outil. Le premier indice est que le Nord Kivu se trouve à la frontière avec le Rwanda. Donc, géographiquement, le Rwanda ne peut pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a le M23 qui opère depuis cette zone. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, qui est à la fois ethno-racial, excusez-moi l'expression, mais qui est réel, parce qu'on est dans le factuel, est que c'est une milice à majorité Tutsi, qui fait partie de la majorité de Paul Kagame. Et le dernier indice qui, pour moi... C'est important de préciser à majorité. Majorité, il n'y a pas que des Tutsis. C'est rwandophone. Il y a des Hutus aussi. Pour faire un peu comme c'est rwandophone. Le M23, c'est de la langue du Rwanda. Le troisième indice qui est le non moins important, c'est que avec cette attaque du M23, c'est pour Kagame, ça constitue pour Kagame une manière de maintenir sa zone d'influence dans cette région, dans cette zone des Grands Lacs. Puisque, souvenez-vous, je vous disais qu'il y a eu une réunion qui a été organisée à Nairobi. Il y voit aussi une influence du Kenya qui veut aussi venir mettre la main à la pâte et profiter de cette zone-là. Et donc, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda jouent un jeu ensemble qui, pour moi, est trop perturbable pour le nouveau régime de Tshisekedi. Alors, toi, j'allais vous poser cette question. Quels sont les objectifs donc fixés par Paul Kagame? Il a donné sans doute un objectif, élargir sa zone d'influence. Il y a sûrement d'autres, l'exploitation des ressources. Surtout maintenir. Maintenir, ok. L'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo, puisqu'on sait qu'elle est immensément riche. Le Congo est un pays très riche, trop vaste. Très vaste, et il y a beaucoup de choses dans le sous-sol que tout le monde convoite. Le Rwanda intervient souvent en RDC, pas seulement parce qu'on veut faire régner la paix ou bien on veut aider le régime, un régime à s'installer, mais on veut toujours avoir la même mise sur beaucoup de gisements de ce pays-là. Ce n'est pas seulement les Occidentaux qui viennent pour piller. Maintenant, entre nous-mêmes, Africains, on commence par se piller. Et donc, je ne peux pas comprendre pourquoi Paul Kagame tient tant
à avoir une influence indirecte sur la RDC, alors que c'est un pays qui est totalement souverain. Les raisons sont à chercher ailleurs, parce que ces rebelles du mouvement 23 combattent pas nécessairement pour prendre le pouvoir, mais pour remplir un certain contrat qu'ils ont avec le Rwanda. Vous vous souvenez sans doute de la descente de Laurent Désiré Kabila. On sait ceux qui ont soutenu Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Quand vous quittez vos pays pour venir annexer d'autres pays, combattre pour changer le régime, vous refusez de partir. On vous propose des conditions, vous n'acceptez pas ces conditions et vous continuez par déstabiliser les pays. Je pense qu'il faut qu'au niveau de l'Union africaine, on se dise la vérité. Moi, je n'avais pas apprécié le fait que l'Union africaine n'assume pas sa responsabilité vis-à-vis de ces conflits-là qui, d'abord, qui font perdre non seulement des vies humaines, mais aussi de l'énergie. Et vous imaginez tout ce que ce mouvement... Est-ce que vous pensez que l'Union africaine a les ressources pour... Non, mais au moins, ne serait-ce que la parole. Vous savez, quand vous êtes un major de classe ou bien un chef traditionnel, vous n'avez pas la force de forcer vos concitoyens à agir. Mais au moins, si vous dites, on va dire que le chef a voulu qu'un règlement. L'Union africaine a trop traîné sur cette question. Et aujourd'hui, l'ONU, on ne peut pas dire c'est parce que la mission au Congo est critiquée que l'ONU sort le rapport. Mais l'ONU avait ce rapport depuis. Mais l'ONU aussi a traîné avant de sortir ce rapport. Il y avait les premières conclusions qui disaient réellement ce qui se passait. Le Rwanda doit laisser la RDC tranquille. C'est un pays souverain. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités Emmanuel Vivien Tomi, Junior Laris et Louis Kamako.